Oyez, oyez, on est content comme tous les soirs d'être en votre compagnie, les 19h15. Nous sommes chez vous à la maison. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, le numéro 6 de la TNT. Vous êtes sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes tous les soirs plus nombreux à nous regarder, ça nous fait plaisir. Il y a avec nous sur ce plateau ce soir pour le grand talk, monsieur Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien et vous-même? Merci, ça va très très bien. Super. Bonsoir Daouda. Bonsoir mon Brico, comment tu vas? Ça va très très bien, merci. Ça va super bien. Ouais, c'est ça. On se souvient encore de cette déclaration historique. Après la défaite, la déculottée que vous avez eue face à Agi au Guibérois, voilà. Non, on dit hier, tu aurais dû chanter C'est quoi le lien? Non, voilà, l'Africa a perdu et je peux toujours en parler. On parlait de votre sentimentalisme. Non, je m'appelle Daouda. Personne ne comprend. Le lien entre la défaite de l'Africa et la déclaration d'amour mon au professeur. Mon Brico, lui, il comprend toujours. Ne vous inquiétez pas. Même ça. Zoma FC fera l'affaire. Non, il y a quelques jours encore. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice, très bien. Magnifique comme tous les soirs. Merci. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien vous-même. Question à 2000 $. Oui. Avez-vous fait les MPT? Ben justement, j'allais le dire. Je cherche d'ailleurs après un camarade de promotion qui s'appelle Camille Makosso. Est-ce que vous avez des nouvelles? Mais d'après le communiqué de l'EMPT, même dans les mémoires éphémérides de l'EMPT, il n'en fait pas partie. Bon. Voilà. Non. Mais est-ce qu'ils t'ont dit ça à l'EMPT? Eux, ils ont leur EMPT. C'est pas EMPT de Benjaville. Ah ou bien c'est l'école de la marmaille. Monsieur Daouda, je pense que j'ai un petit remède pour vous qui s'appelle doit la sortir. bétadine. Je pense que Jaune ou bleu? je vous le donnerai. Allez, on fait un petit tour comme ça pour dire qu'on est en forme, hein, en général. Pour tester les reparties, là, comme ça. Bon, allez, les amis, on va évoquer le point numéro 1 de notre rendez-vous ce soir, c'est la couverture maladie universelle. Eh bien, c'est au cours d'une journée de sensibilisation que M. Degbo Hachi, l'assistant économiste à la direction générale du Sénat, a affirmé qu'à la date du 14 mai 2023, attention, les chiffres sont là, 4 100 000 personnes se sont enrôlées, 3 671 084 cartes ont été produites, 2 797 030 ont été distribuées, 259 053, c'est le nombre d'assurés traités. Et c'est à partir de là que ça commence à interpeller, à étonner, si vous voulez, Madame Bleu. 820 537 actes délivrés, dont 218 289 ordonnances. Alors, ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils vous évoquent sur le plateau? Bon, déjà, la question, on voit que le nombre de personnes enrôlées est quand même assez important, 4 millions. 4 millions de personnes C'est quand enrôlées. même non négligeable, avec 3 670 000 cartes qui ont été produites. Mais le nombre d'assurés traités n'atteint même pas le million, en fait. On n'est même pas le demi-million. Même pas le demi-million. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché certainement? Est-ce que, finalement, les services proposés par la CMU pour le traitement de toutes les prestations d'assurance maladie couvrent effectivement tous les besoins des malades? C'est la question qui est posée. En tout cas, le premier point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut considérer que l'opération de sensibilisation à l'enrôlement a été un succès, Élisée Bolougbe, au regard des 4 millions de personnes enrôlées? Je pense que si on veut se référer aux chiffres avant que la campagne ne soit accentuée, avant que le décret portant obligation de la couverture maladie universelle ne soit pris, quand on regarde, on était à moins, environ 1 million et quelques de personnes enrôlées. Si aujourd'hui on se retrouve autour de 4 millions, on se dit quand même qu'en l'espace de 9-10 mois, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Il y a eu un engouement quand même au niveau de la carte. C'est vrai, peut-être c'est le caractère obligatoire, le fait que plusieurs procédures administratives exigent au préalable l'obtention ou l'enrôlement à la CMU, certainement à la base. C'est déjà un bon succès. Maintenant, sur la question du fait que... C'était mieux que pour les élections. Ben, les élections, on a moins de personnes de l'année, le dernier enrôlement à maintenant, de 7 millions, on est passé à 8 millions, environ 1 million, un peu plus. Je pense qu'au niveau de la CMU, il y a eu quand même beaucoup plus d'engouement. De 1 million et quelques à aujourd'hui, 4 millions et quelques, on a eu beaucoup plus d'engouement. Maintenant, sur le fait qu'il y ait 259 053 nombre d'assurés traités, je pense que ça peut s'expliquer de deux ordres. Vous êtes sans ignorer que quand le décret a été pris, effectivement, ça fait couler beaucoup d'engrais de salive parce que pour plusieurs assurés, ils étaient confrontés au refus de certains établissements sanitaires de pouvoir prendre en compte la CMU. Ça, c'est remonté même au niveau du gouvernement.
qui a dû prendre donc un certain nombre de mesures, allant même jusqu'à faire injonction à ceux-là qui refusaient, les menacer de sanctions éventuellement. Donc, il y avait déjà ce cas-là qui était là. Donc, les gens partaient effectivement avec la carte, mais ne pouvaient pas l'utiliser parce que certains établissements sanitaires faisaient opposition en réalité. Donc, il y a déjà ce premier cas. Le second cas, vu que certains, longtemps avant, avaient tenté d'utiliser la carte et n'ont pas pu avoir gain de cause, finalement, c'était résigné à ne plus l'utiliser. Donc, partaient avec l'assurance ordinaire ou bien avec les moyens financiers vraiment pour payer. Donc, c'est après qu'avec la campagne qui a été menée par je dirais, le gouvernement sur le fait qu'on avait établi un listing où il y avait l'ensemble, plusieurs centaines d'établissements sanitaires dans lesquels passait la carte CMU. Finalement, ça a permis aux uns et aux autres de commencer à réutiliser leur carte. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent expliquer le fait qu'on ait un chiffre aussi pas trop grand. Mais maintenant, quand on finit de dire ça, la sensibilisation doit se poursuivre pour que, éventuellement, ou bien effectivement, ces centres de santé-là soient listés et que cette liste-là soit distribuée un peu partout, soit visible aussi bien dans les établissements sanitaires, dans les pharmacies, vraiment dans les endroits qui sont fréquentés, même à la boulangerie. C'est des choses qu'on peut faire pour que les gens sachent exactement quels sont les centres de santé où on utilise la CMU. Vraiment, et même dans les administrations publiques, on peut aussi mettre ces listes-là partout pour que vraiment on voie que, effectivement, le plateau technique s'est élargi. En ce qui concerne d'abord la prise en compte des soins et autres, tout ça, pour qu'on puisse voir les choses s'améliorer. Merci beaucoup, Olivier. Merci. D'accord. Bon, moi, j'interprète ces chiffres-là autrement parce que quand je regarde les 259 000 personnes qui ont été traitées, il faut faire une comparaison avec les 4 millions de personnes qui se sont inscrites et les 3 millions et 4 qui ont été distribuées. Dans les faits, quand tu analyses, on se rend compte que finalement, ce sont ceux qui payent leurs cotisations et qui sont à jour de leurs cotisations qui ont reçu ces traitements-là. Parce que, je viens. Il ne faut pas oublier que c'est près de 820 537 actes qui ont été délivrés, dont 218 000 cas d'ordonnances qui ont été délivrés. Ça veut dire, au-delà de tout, nous sommes nombreux ici en Côte d'Ivoire qui avons la carte CMU, mais malheureusement qui ne sont pas à jour des cotisations, puisqu'on ne paye pas. Pardonnez-moi, mais je vais citer également des gens qui ont la carte CMU, mais qui ne sont pas tombés malades, qui n'ont pas eu... mais justement, Brice, tu mets la charrue avant les bœufs. Ça veut aussi dire que, quand tu regardes ce chiffre-là, les Ivoiriens sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé parce que pour se faire soigner, il faut être malade d'abord. Et si tu n'es pas malade, tu n'as pas forcément... C'est pas parce que tu as une carte CMU que tu vas aller à l'hôpital pour te faire soigner forcément. Mais c'est le lieu de dire, pendant que nous sommes en train de parler de cela, le fait qu'il y a eu plus de 4 millions de personnes qui sont inscrites pour avoir la CMU, c'est le lieu de leur dire, oui, vous avez la carte CMU, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que les gens ont été forcés, mais maintenant, il est important aussi de payer. Parce que souvent, certaines personnes se plaignent, non, j'ai la carte CMU, mais je n'utilise pas. Mais c'est un choix délibéré que chacun fait de dire, soit j'utilise la carte CMU pour me faire soigner, ou bien soit j'ai une assurance complémentaire pour me faire soigner. Donc, si tu vas dans un centre de santé public où tu donnes ta carte CMU, il faut éprouver le système pour voir véritablement que ça marche ou ça ne marche pas. C'est de ça qu'il est question. Donc les 259 000 personnes l'ont éprouvé, ils l'ont testé et finalement, pour faire comme toi... Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont satisfaits? Mais justement, on dit qu'il y a 259 000 personnes qui ont... on peut utiliser le service, mais ne pas être satisfait forcément. Bon, après, ça, c'est votre analyse, mais ils ont été traités. Bien sûr. Alain, vous voulez vous exprimer sur la question? Oui, en fait, moi, c'est sur le... Élysée. 259 053 personnes, le nombre d'assurés traités. Je ne vois pas quel est le rapport avec l'état de santé des Ivoiriens. Il ne faut pas non plus extrapoler, aller dire des choses qui n'ont aucun rapport. 259 000 personnes ont utilisé la carte sur les 4 millions d'enrôlés. Ce sont celles qui l'ont utilisée. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Le reste, c'est juste des supputations. Maintenant, si la CMU... aussi. Dieu merci. Voilà. Maintenant, si la CMU peut nous apporter le maximum d'éléments, voilà, parce qu'on peut recevoir une carte d'assuré, ne pas l'utiliser, ou alors on peut être dans l'incapacité d'accéder à un service de santé parce qu'on est éloigné. Donc, il y a aussi tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte quand on fait cette analyse-là. Oui, mais justement, l'analyse avait pour but de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles on a un nombre très bas. C'est que ce ratio-là, Est-ce que c'était les différentes possibilités d'analyse qui s'offraient à nous? C'est ce qu'on là, Daouda disait tout à l'heure qu'il pense que les 259 000, ça s'explique par le fait que
c'est ceux-là peut-être qui cotisent. Je pense que c'est pas, il n'a pas d'éléments factuels pour l'affirmer. Oui, j'ai des éléments factuels pour l'affirmer dans la mesure où... Non, je viens. J'ai des éléments factuels. J'ai les éléments factuels pour l'affirmer. Lesquels? Oui, c'est des éléments factuels, puisque le monsieur Degbo Hachi, qui est l'assistant économiste de la direction générale des Sénats, je l'ai eu au téléphone, j'ai discuté avec lui, et c'est lui même qui me l'a dit. Toutes ces personnes qui ont des cartes, les 4 millions de cartes qui ont été éditées et les 3 millions qui ont été distribués, il se trouve que parmi les 4 millions de cartes qui sont sorties, la masse en fait qui a cette carte-là finalement, les gens ne cotisent pas. Mais ce qu'il a dit. Mais c'est pas la Attendez, Élisée. Parce qu'il te dit que pour pouvoir bénéficier des soins à l'hôpital, dans un centre de santé public, il faut être à jour de ses cotisations. Permettez-nous d'éprouver les propos de monsieur. Voilà. Allez-y, Élisée. Voilà. Déjà, comme je le dis, ce qu'il vient de dire, même pour moi, ce n'est pas un élément factuel qui vient justifier son assertion. Parce que ça n'explique en rien le fait, effectivement, que les gens 50 000, c'est parce que plusieurs personnes ne cotisent pas. Ce n'est pas vrai. La carte, la couverture maladie universelle, c'est 2 régimes bien distincts. Il y a le régime contributif, qui est le régime général de base, financé par les cotisations des assurés qui visent la majorité de la population résidant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le 1. Mais le deuxième, il y a le non contributif qui, lui, s'adresse à ceux-là qui ont un pouvoir d'achat faible. Et ça, c'est l'État, le gouvernement, qui endosse leurs cotisations. Tout à fait. Déjà, je vais vous rappeler, la CMU, les fonctionnaires sont coupés à la base. Aujourd'hui, on a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire? On a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire? Non, je te pose la question. Voilà, on a plus de 200 000 fonctionnaires. On a plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Pour être plus précis. Voilà, fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Eux sont déjà coupés à la base. Il y a les membres du privé qui, eux, déjà aussi se sont fait enrôler et qui payent aussi leurs cotisations. Et même, il y a des personnes à revenus modestes qui, elles aussi, contribuent. Et le gouvernement, depuis, je me rappelle, la conférence de presse mixte entre le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et le ministre de la Santé, ce jour-là, qui étaient les commissaires du gouvernement, ont été clairs pour dire que le gouvernement a pris en charge et il a commencé à le payer depuis pour les ménages les plus faibles. Ces ménages les plus faibles là sont estimés. Je finis. Je finis. Ces ménages les plus faibles là sont estimés à un peu plus d'1 million de personnes. Donc si on va aller sur cette base, on ne peut pas dire que c'est parce que les gens ne cotisent pas qu'on a 250 000 personnes. Là où tu n'as pas véritablement écouté mon argumentaire lorsque je parlais dès le départ, je t'ai dit, les gens, quand ils vont dans les hôpitaux, ils opèrent un choix au niveau des assurances. Si tu as la CMU et que tu as une assurance complémentaire, pour la plupart des gens, même des gens de l'AFTV, ont une assurance, mais tu as la CMU, tu estimes que tu as ton assurance de l'AFTV et que tu arrives à l'hôpital, tu sors ta carte de l'AFTV, on te soigne avec, il n'y a aucun problème. Mais si tu ne présentes pas cette carte pour en bénéficier, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que tu dis est juste, je l'entends. L'État cotise, l'employeur aussi va cotiser, mais il faut aussi qu'à un certain moment, toi aussi, tu puisses sortir ta carte CMU pour présenter cela dans un centre de santé public. C'est surtout l'argument que vous avez c'est ça, parce que les gens opèrent des choix. Mais tant qu'on ne contribue pas. Voilà. Mais il faut ajouter à cela des gens qui ne contribuent pas. Il y a un groupe qui ne contribue pas. Il y a un groupe qui ne contribue pas. Et le deuxième groupe qui présente son assurance complémentaire. D'accord, mais ce groupe-là, il n'est pas... on n'a pas de chiffres pour parler de ça. Voilà, c'est un peu ce que disait M. Lizzie. OK. Voilà, là, on s'est bien compris. Bon, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça a été fait par... un peu, hein, le nombre d'enrôlés a été possible par le caractère obligatoire. À cause de ce caractère obligatoire. Bon, moi déjà... D'ailleurs, est-ce qu'il est effectif? Est-ce que vous êtes calé quelque part? Moi, je vais donner un exemple. J'ai opéré, j'ai fait le renouvellement, bon, pas pour le renouvellement, mais même sur le site web, j'ai fait le renouvellement de mon passeport. Pour le renouvellement, ce n'est pas exigé. Pour la demande, une nouvelle demande également de passeport, je regarde sur le site web de monpasseport.ci, donc qui est le site web pour pouvoir avoir les pièces à fournir pour son passeport, pour sa nouvelle demande de passeport. Ce n'est pas exigé dessus. Donc, déjà, pour le passeport, ce n'est pas une obligation au regard de ce qui se trouve sur le site web. Mais en fait, il y a d'autres actes. Il y a d'autres actes qui sont demandés, comme par exemple les examens, concours. Moi, j'ai pas besoin, j'ai pas eu besoin. Oui, une expérience. J'ai pas eu besoin qu'on me force pour le faire, mais aujourd'hui, quand tu regardes pour les concours de la fonction publique, même pour avoir certains niveaux de documents au niveau du service public, il faut avoir la carte. Je vais donner la liste. Et pour aller plus loin, M. Degbo Hachi a dit aussi que c'est le fait que les gens, il y a eu l'assujettissement comment on appelle ça, de la CMU à l'obtention de certaines pièces, ça a fait que leurs centres aujourd'hui sont débordés en fait. Ils ont même été obligés en tout cas, pour le retrait de passeport, ce n'est pas exigé. Donc, je reprends les opérations concernées.
C'est le retrait de passeport, le retrait de permis de conduire, l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, la police, la gendarmerie et dans l'armée, et l'inscription au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà. Très bien. Donc, mais pour le passeport, je n'ai pas constaté. non, mais en fait, en même temps, je vais dire, je n'ai pas de chiffres, mais je vais dire pour combien de personnes font aussi, vont pour aller faire des passeports en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la question aussi. Non, mais c'est pas le rapport, puisque c'est pas Non, marrant. je veux dire, sur le site web de mon passeport.ci. Pour les concours de la fonction publique, on a des chiffres factuels. On parle de 100 000 personnes, 200 000 personnes. Il y a des actes où les gens demandent beaucoup de documents. Forcément, dans ces coins-là, on va demander, notamment pour le concours de la police, concours de la gendarmerie, concours de la fonction publique, même pour l'éducation nationale, on va te demander. On sait qu'il y a du monde, il y a du chiffre là-bas. Je dis juste que, est-ce que le chiffre qu'il y a dans ce secteur-là, c'est le même chiffre qu'il y a au niveau des passeports? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est... Ça, ce n'est pas obligatoire. Oui, moi, je voudrais... Moi, j'appelle ça l'effet de la dot, en fait. C'est comme la loi sur la dot. Moi, je voudrais peut-être, sur ce sujet-là, terminer avec ça pour dire que la CMU, c'est vrai, peut-être que la méthode de communication qui avait prévalu en amont n'a pas été certainement la meilleure, mais juste que les citoyens comprennent que c'est une cotisation, c'est une assurance contributive. C'est-à-dire qu'on demande à tous les Ivoiriens de cotiser pour qu'on puisse prendre en charge et la santé de ceux qui sont nantis et la santé de ceux qui ont moins de moyens, qui certainement, sans cette cotisation, n'auraient pas pu bénéficier d'un certain nombre de soins ou d'un plateau technique. Donc, c'est une assurance solidaire. Donc, on voit ça comme une assurance solidaire, contributive, et comme on sait que les Ivoiriens, généralement, sont solidaires, il ne faudrait pas qu'on voie en cela quelque chose qu'on vienne mettre comme une épée de Damoclès, mais voyons en cela une contribution au bien-être de nous-mêmes, mais également de notre voisin. Ça, tout dépend de la campagne de communication autour. Parce que quand on vend en griffe, je mets vendre en griffe, on vend mal un produit, forcément tout le monde ne va pas y adhérer. Quand on rend un caractère obligatoire dans l'obtention de certaines pièces. Mais ça a permis d'avoir 4 millions. Non, oui. Quand on rend le caractère obligatoire, c'est des éléments qui peuvent rébuter, par exemple. Non. Franchement, ça, c'est ton avis. Mais c'est pas au début, on était à combien? C'est pas ce qui a été prouvé. Non, au début, on était à combien? Non, mais ça, c'est ton avis, mais rien ne le prouve. Voilà. C'est vrai que le fait que ce soit obligatoire, ça a aidé certaines personnes qui étaient réfractaires. Mais le caractère obligatoire de la CMU... Mais il n'y a pas que le caractère obligatoire. S'il vous plaît, il y a eu de la sensibilisation. Brice, j'ai bien compris, mais le caractère obligatoire... Parce que ne disons pas sur le plateau que le caractère obligatoire vient maintenant. C'est depuis la création, le décret même qui crée la couverture maladie universelle, l'obligation commence depuis là-bas. Il faut le dire. Maintenant, ce que j'aimerais dire pour aller un peu plus loin concernant cette... Surtout, on termine parce qu'on a un autre sujet. Oui, je sais. Je termine sur ça pour dire que les uns et les autres, aujourd'hui, nous avons les 4 CMU, cotisons et allons éprouver le système. Parce qu'on a un État qui est en face de nous, qui nous dit que mon système est infaillible, mon système peut vous prendre en charge, allons l'éprouver. Et dernière chose, ça c'est à l'endroit de la CMU, c'est aussi de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai ma carte CMU, mais personnellement, je ne sais pas comment on souscrit pour cotiser. Je ne sais pas. Je souhaiterais vraiment qu'on communique. C'est un exemple palpable que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que la communication, ce n'est pas parce que moi je ne sais pas que ça ne fonctionne pas. Mais tu es journaliste, Daouda. Non, ce n'est pas parce que je ne sais pas. Si vous-même, pas la science infuse. Mais non, mais c'est pas ça. Si vous-même, journaliste, mais justement, c'est pourquoi j'ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ils ont fait des choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Ce qui marche, on le dit. Ce qui ne marche pas, on le dit. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent que certains ne comprennent pas. Aujourd'hui, 258 000 personnes ont testé, ont vérifié et ça marche pour eux. Il faut le dire. C'est vrai qu'il y en a plus. Voilà. Très bien. Bon, les amis, hier, on évoquait la place des indépendants donc, dans le processus électoral. Aujourd'hui, on promettait hier, donc aujourd'hui, d'évoquer la place ou le rôle des femmes, justement, dans les dispositifs des partis politiques, également pour les indépendants. Donc, justement, vous avez jeté un petit regard sur cette question-là, on en parle avec vous. Oui, aujourd'hui, il y a, comme vous le savez, pratiquement tous les partis, en griffe, tous les partis politiques ont donné, les grands partis ont donné la liste de leurs candidats pour les régionales et les municipales. Au niveau du RAGP, au niveau régional, on a une seule candidature féminine, qui est celle de Mme Anne-Désirée Oloto, ministre de la fonction publique. Au niveau du PPACI, on a aussi une seule candidature. C'est seul le FPI qui a eu autour de 6 candidatures féminines. J'avoue qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ces femmes-là occupent une place importante. Je vais parler plutôt aujourd'hui, dans un premier temps, de Mme Véronique Aka, qui est une membre influente du PDCI RDA. Elle a été la première femme en Côte d'Ivoire à occuper le poste de président des régions. C'était en 2013.
Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale auprès de M. Chirou Kibafori Guillaume. Et aujourd'hui, elle a fait ses armes auprès de VDCI. Et au niveau de sa région, le Mourounou, elle va affronter 2 cadors de la politique, notamment Awadon Melo et le président sortant, M. Afin Guessan. On va plus loin au FPI où il y a Mme Christine Nebou Adjebou qui va défendre les couleurs du parti à la rose dans le sud Komoué. Elle a été ministre de la Santé sous Laurent Gbagbo de 2005 en 2010 dans le gouvernement Bani 1, 2 et Soro 1, 2 et 3. Et enfin, on termine par Mme Anne Désirée Ouloto, qui est aujourd'hui, là où je parle, la seule femme présidente des régions depuis 2018 jusqu'en 2013. Et à cet effet, il y a quelques jours, avant-hier, elle a reçu la communauté du Cavali, à qui elle a dressé son bilan pour dire qu'elle tenait réellement à continuer l'œuvre qu'elle a commencée et que ce qu'elle a commencé, elle ne va pas le lâcher. J'avoue que là où il y a un grand enjeu au niveau de cette région du Cavali, dans la mesure où Anne Désirée Ouloto va affronter Hubert Oulaï, qui lui aussi a été ministre de la fonction publique. Donc les 2 personnes, le PPAC et le RAGP, il y a vraiment une grande bataille, je ne dirais pas la bataille des Grina, qui va avoir lieu dans le Cavali. Et j'avoue qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans la liste. Madame Kandia Kameko. Alors justement, vous n'avez pas évoqué pour le compte du PPACI, la candidate du PPACI, c'est Madame Mbra Aya Marie. Voilà. Et au niveau il y a la mairie aussi, où il y a Kandia qui est à Bobo, on a Yasmina Onyen qui est à Cocody, qui est en ballottage en tant qu'indépendante à Cocody. Dans le, comment on appelle ça? Il y a Mme Anne Niaouré dans le Lodjibois. J'avoue que la bataille sera vraiment rude pour ces femmes-là, puisqu'elles affrontent aussi des gens qui sont assez solides, qui ont la carapace assez dure en politique. À Grand Laou, j'ai noté, hein, donc, pour Grand Laou, la participation de Mme Marie-Laure Yalé également, en indépendante, elle, avec le plébiscite d'une bonne partie de la population, au regard d'un certain nombre d'actions posées. Et justement, elle fera face à un certain nombre de partis politiques. On parlait du rôle des indépendants. Je crois qu'elle illustre un peu les 2 sujets d'hier, indépendante et femme. Donc à Grand Laou, on va également regarder de très très près la participation de... Mais moi, en fait, aujourd'hui, c'est à quoi je pense... Les autres Pardon, désolé. Je sais, vous êtes... c'est normal. J'adore les candidatures féminines. Je le sais, on le sait. Vous êtes un sentimental, tout le monde le sait. Alain Élysée, un avis là-dessus? Oui, je pense que c'est une bonne évolution du paysage politique. L'entrée des femmes en politique, d'ailleurs, c'est depuis au fouet avec Premier ministre, Mme Jeanne Gervais, qui était ministre de la Condition féminine. Et puis, il y avait des grands visages quand même, avant l'indépendance, celle qui portait aussi le combat des hommes. Donc, il y a cette évolution qui s'opère sous le régime actuel. Mais généralement, les femmes qui étaient ancrées dans les partis de gauche étaient quand même plus importantes. On l'a vu avec le Front populaire ivoirien, le PDCI avait même déjà donné le ton, mais dans des rôles, des fonctions un peu plus marginales. Et ces élections qui viennent sont un bon test. On l'a vu au niveau des régionales, c'est vrai, elles ne sont pas en si grand nombre, mais au municipal, on a quand même un certain nombre de femmes qui vont porter les candidatures des partis. Moi, l'information qui m'intéresse, c'est de savoir la composition des listes. Effectivement, on a des hommes qui sont majoritairement en tête des listes, mais comment ces listes-là sont-elles composées? Est-ce qu'elles sont conformes à la loi, c'est-à-dire le quota d'au moins 30% de femmes présentes sur la liste? Sur cette question, je crois qu'on avait débattu la dernière fois, et nous sommes allés nous renseigner, et l'ensemble des partis politiques nous donnait l'assurance que ce quota allait être respecté. Très bien. On a reçu un représentant d'un parti ici, donc le directeur de la mobilisation, je pense, au sein du RAGP, de la jeunesse, Karim Ouattara, qui disait en tout cas que cette liste, en tout cas ce quota serait dépassé, donc dans la liste qu'il présenterait au municipal. Donc on attend de voir également pour les autres partis si ce quota sera atteint ou sera dépassé au niveau de leur liste. Mais comme l'a dit Alain, il y a une belle évolution. On constate de plus en plus de femmes qui décident de porter leur candidature donc, au municipal, de porter également leur candidature pour les régionales, peut-être dans une moindre mesure. Mais on sent que les femmes commencent à s'investir en politique. Après, est-ce que le nombre est suffisant? Est-ce que les partis même, au sein des partis même, on se mobilise au sein des directoires pour qu'il y ait beaucoup plus de candidatures féminines? Après, on dirait que ce sont les femmes qui devraient elles-mêmes montrer leur envie de s'engager en politique, mais comme j'aime à le répéter, il faut que ce soit également une volonté, il faut que ce soit une volonté également de
des hommes au sein du parti, de la direction des partis, de mobiliser et de susciter ces candidatures féminines Mais également. moi, en fait, à ce niveau-là, moi, je me pose une question, en fait, parce que quand tu regardes des femmes comme Mme Kandia Camara, Anne-Désirée Olotu, Yasmine Naonye, en fait, je veux dire, souvent, elles n'attendent pas que les hommes leur disent « fais ci, faites ça, Oui, faites mais ci ». Parce qu'elles ont la volonté. Mais il y en a d'autres également qui sont au sein de ces partis. Je veux dire, Oui. au-delà de tout, souvent, il faut regarder devant nous. Est-ce que Mme Brou, Mme Bleu a réussi à le faire? Si elle a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Il ne faut pas forcément attendre que la volonté vienne toujours des hommes aussi. Vous ne pensez pas également que les histoires ne sont pas pareilles? C'est un travail d'ensemble. Les histoires ne sont pas pareilles, comme a expliqué, développé. Oui, je dis que je développe, d'autant plus que vous parlez d'un parcours. Il y a des personnes au cours de leur parcours qui ont bénéficié du concours des circonstances, mais il n'y a pas une école, il n'y a pas un process, il n'y a pas un modus operandi pour dire quand on est une femme, il faut avoir le parcours de Mme Simone Gbagbo, qui est différent de celui de Mme. Mais justement, il faut faire sa propre expérience. Donc, quand on a la volonté, il faut que la volonté vienne de nous-mêmes. C'est ce que je dis. Il faut que la volonté vienne de nous-mêmes. Vous pensez que ces femmes-là, il n'y a pas de volonté, donc en plus de la volonté... À aucun moment, je n'ai pas dit qu'elles n'ont pas de volonté. Je dis juste que il faut regarder le parcours de nos dévancières pour dire elles ont réussi. Madame Arrête Daglé Diabaté, et quand on veut citer ces noms-là, Madame Simone Yves Gbagbo, elles ont réussi. Marchons sur leur voie. Oui, mais justement, pour elles, il faut qu'on puisse s'inspirer des meilleurs cas. Quand je prends le climat des affaires, par exemple, je prends un exemple, le climat des affaires dans un pays. C'est le climat des affaires, la facilité de faire du business dans un pays qui incite des entreprises locales et internationales à venir s'installer dans un pays à faire du business. Mais si, par exemple, le taux d'imposition est élevé, si même pour pouvoir créer une entreprise, c'est compliqué, vous n'aurez pas suffisamment d'entreprises qui vont passer de l'informel au formel. Je veux dire, ça c'est un exemple assez isolé, Madame Brou. Non, mais vous dites qu'on on est en politique. On est politique quand même. J'ai Élysée quand même. Il ne faut pas faire cette comparaison-là. Non. Moi, je voudrais, à mes premières interventions, c'est déjà de féliciter ces dames-là, parce qu'on est tous unanimes à le reconnaître. Quand on entend ces noms-là, ce n'est pas une part belle qui leur a été faite. Ça veut dire que c'est mérité. C'est des dames qui ont été toujours... Mais personne ne demande qu'elles ne méritent pas qu'on leur fasse, qu'on leur serve des postes. Je ne suis même pas en train d'aller à l'encontre de votre propos. Je suis en train de juste situer un cadre. Voilà, je suis en train de dire que je félicitais ces dames-là parce que quand tu regardes, tu sens bien effectivement que c'est des dames qui se sont battues. C'est-à-dire que ce n'est pas une faveur qui leur a été faite. Dans leur parti, elles sont toujours mouillées le maillot et je pense que c'est une juste rétribution de les mettre là. Mais on est tous unanimes qu'il faut encore faire un peu plus. Et je crois en prenant, ou du moins en allant voter la loi qui permet aujourd'hui d'arriver à ce quota de 30%, c'est parce que justement, on a estimé un moment qu'il faut qu'on encourage les dames et qu'on fasse de sorte que les partis aussi puissent mettre en avant les femmes. Donc c'est une très bonne chose. Encourager, motiver les femmes. Motiver vraiment dernièrement, il y a eu un débat sur... Bien sûr. Non, je vais répondre à Daouda. Dernièrement, il y a eu un débat sur Internet où il y a eu de nombreuses femmes qui ont témoigné, qui ont expliqué en fait que dans leur parcours, elles ont dû à un moment donné se sacrifier, ou bien certaines ont refusé de se sacrifier parce qu'il fallait choisir entre son époux, son compagnon, qui peut-être avait un travail à l'extérieur, et elle, il fallait choisir entre ça. L'époux leur demandait de choisir entre leur carrière et lui, sa carrière. On est dans une société patriarcale, on est dans une société où les femmes sont obligées de faire des choix, même quand ils ont des ambitions. Donc il y a tout ça qui compte également, d'où la motivation. D'accord, pour se comprendre sur le sujet, pour vous mettre d'accord tous les deux, d'accord, Daouda, il y a de la volonté, on va retenir votre volonté, on va retenir du côté de Madame Bleu, encourager ces volontés-là, afin qu'elles puissent éclore et qu'on puisse avoir beaucoup plus... le dos du patriarcat. Il y a des femmes qui ont réussi. On se retrouve juste derrière, en compagnie de M. Élysée Dangui, le promoteur de spectacle. Et non, on me signale que c'est M. Georges Alain Blé, donc candidat indépendant, donc au municipal de Cocody, qu'on va recevoir juste derrière une courte pause. À tout de suite. Je suis en compagnie d'Élysée Boulougbeu, de Sa Majesté Daouda Coulibaly, de M. Alain Toussaint et de Mme Edith Broubleu. Nous a rejoint sur le plateau. Vous avez noté tout à l'heure à l'annonce. J'hésitais à quel moment l'un passerait avant l'autre. Mais bon, M. Élysée Dangui nous a rejoint sur le plateau. Élysée, bonsoir. Vous êtes promoteur, mais vous êtes homme d'affaires aussi. La présentation Roussier Non, promoteur de... Oui. Promoteur, mais je ne fais pas de spectacle. Ah ouais, voilà, je suis directeur de billetterie.net. Exactement. Bon, allez, sur une autre chaîne, on vous dira, monsieur, pas de publicité, s'il vous plaît. Avec vous, on va évoquer la problématique de la billetterie, de la sécurisation des billets. Petite histoire, moi, en tant que promoteur de spectacle, j'organise un spectacle, j'arrive, la salle est pleine, je vais à la caisse, en me disant, je fais un calcul, 4 000 multiplié par le nombre de personnes. 5 000 ou 10 000 10 000, je suis bien. Sauf qu'on me dit qu'on a 35 000 dans la caisse. J'ai un problème. Ouais. Et ça, justement, ça part du fait que souvent, les billets,
ont été contrefaits. Et ça, on en parle un tout petit peu. Votre structure se met en place à partir de ce constat-là. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de falsifications au niveau des billets. Oui. Parle un peu. Alors, normalement, ce sont les tickets physiques qu'on prend généralement pour entrer dans les Ça, spectacles. c'était la première Génération. la première génération. Merci. Oui, mais même jusqu'à aujourd'hui, ça continue les tickets physiques. Et là, maintenant, nous, on vient avec la billetterie en ligne. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu rentres sur le site, tu achètes ton ticket, tu payes en ligne, tu reçois en ligne. Et Ça tu vient reçois résoudre quoi? quel problème? Tu reçois un QR code? Tu reçois un QR code. Justement, ça vient résoudre deux problèmes. Deux problèmes, oui. Le problème de se déplacer, parce se déplacer. qu'on se déplaçait pour aller acheter les tickets, revenir et ensuite, ou acheter les tickets, faire de longs rangs le matin pour les spectacles qui avaient lieu la nuit. La nuit, oui. Tout ça, c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. Normalement, un spectacle, moi j'ai dit un spectacle qui coûte, où le ticket coûte 10 000 francs, ça te revient à 15 000. Parce que prendre le transport pour aller racheter, revenir chez le revendeur éventuellement. Donc nous, tu es à la maison, de ton lieu de travail, où tu es, quel que soit où tu es dans le monde, tu peux acheter ton ticket. Et même tu peux acheter un ticket, si tu es en mission peut-être au Burkina, tu peux acheter un ticket pour le donner à Edith Bro. Est-ce que les artistes, même les promoteurs de spectacles, adhèrent à ce type de formule digitalisée pour acheter des tickets? Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années déjà, il y a beaucoup d'applications de sites web pour acheter des tickets en ligne. Mais déjà, c'est quoi la différence que vous apportez? Bon, d'accord. Et est-ce que les promoteurs de spectacles et les artistes même adhèrent à ce type de format de ticket? D'accord. Bon, tu disais que... Les promoteurs, est-ce que les promoteurs... Les promoteurs, Oui. la plupart des promoteurs ne connaissent, enfin la plupart des promoteurs ne connaissent pas les tickets numériques. Nous, on va vers eux pour leur expliquer. Quand on leur explique, ils voient que c'est très bien parce qu'il y a une certaine ergonomie par rapport à leur boulot. Et également, ils ont un contrôle au niveau de la billetterie. Tu es là, tu as un compte chez nous et tu vois tous les mouvements qui passent. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'appeler à Jamé Yopougon pour faire le point. Toi, tu as ton point et chaque catégorie de tickets, chaque catégorie de tickets achetés, tu as ton point automatiquement dans ton compte. Donc, tu sais combien tu as vendu aujourd'hui, combien tu as vendu demain, et tu sais combien tu as au jour d'aujourd'hui. Parce que j'ai un ami qui a encore les souches des tickets de mon concert, je ne sais pas combien de tickets il a Voilà, vendu. combien de tickets il a Mais pris. moi, la Et question que je pose... non, il n'a pas répondu à la deuxième question. Je demandais parce que je disais qu'il y a des sites de vente de tickets en ligne qui existent depuis de nombreuses années. Il y a e-Ticket Go, Scan Ticket. Quelle est la différenciation apportée par Billettique? Par Billettique. Alors, les autres, ils font du digital. C'est-à-dire qu'ils commencent sur le web et après, on va retirer ça dans un point. Voilà, vous réservez ou vous achetez les tickets sur le web et on vient vous le remettre de façon physique. Et ça engage également des frais de transport, de livraison. Voilà. Nous, c'est tout, de tout numérique. Du point A au point B, c'est du tout numérique. À la maison, tu achètes ton ticket, tu reçois ton ticket par mail, tu payes par mail. Tu payes par mobile money, par carte, ou bien on a tous les moyens de paiement, carte, mobile money et les autres. Et tu reçois ton ticket via WhatsApp. C'est une révolution. Via WhatsApp et également via... Qu'est-ce que tu as? Il est content. Il y a un autre Élysée qui réagit là? Oui, c'est pas si c'est la famille. Très bien, je comprends. Tu reçois ton ticket via WhatsApp et via email. Okay. Et là maintenant, dans la dernière mouture de notre plateforme, tu peux télécharger en même temps ton ticket là. Non seulement tu reçois via WhatsApp, via email, mais tu peux télécharger également. Alors, je veux comprendre juste rapidement, Daouda, pardon. Je suis organisateur de spectacles. Je sollicite une seule compagnie de billetterie ou plusieurs à la fois sur le même spectacle. Comment ça fonctionne? Ou alors, ce sont des accords exclusifs. C'est-à-dire, par exemple, Brice est en concert où il se produit un spectacle. Je veux qu'il y ait ce type de service. Ouais, de service. Est-ce que d'autres sociétés, en dehors de la vôtre, peuvent également être sur l'événement? Ça dépend du promoteur. À celui qui fait le choix. Voilà, tu peux aller de façon exclusive avec un... Mais là, de façon exclusive, tu as au moins une visibilité à 380 degrés. C'est-à-dire sur l'occupation des salles, sur le nombre de places. Et il y a des sites où il y a le plan interactif de la salle. D'accord. Mais si tu passes par une autre structure, comment est-ce qu'on se partage la répartition? Alors, le dernier point, parce qu'on est en train d'avancer rapidement, le dernier point, c'est, OK, j'ai acheté mon ticket, j'ai reçu le code de l'application, j'ai le ticket sur mon téléphone. Et à partir de cet instant, qu'est-ce que je fais? Je me rends à un concert avec mon téléphone. Comment ça fonctionne? Quelles sont les autres fonctionnalités, les autres avantages de l'application, par exemple? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a le e-ticket, c'est le fait de matérialiser le ticket numérique.
et physique, c'est ça qui est le e-ticket. D'accord. Et après, il y a le M-ticket. Le M-ticket, Le c'est- mobile c'est- ticket, ouais, le c'est- mobile ticket, c'est pratiquement pareil, hein, c'est pour juste des jeux de mots. Ouais. Et là, tu reçois un code QR Ok. dans ta boîte email ou sur ton WhatsApp. Ok. Et quand tu viens, il y a un PDA, un appareil de données, Un où on terminal. scanne. Un terminal de lecture. Un terminal de lecture pour scanner. Et on te scanne, et puis c'est à cause des usages uniques. Donc, il n'y a pas de Il risque n'y a de pas de falsification. risque de falsification. Pour les C'est exactement le processus le même. Lorsqu'on va prendre les tickets de TGV, Voilà. j'ai Le vu où ça, tu- où on voilà. scanne juste. C'est ça. Bien sûr. Ouais, où tu vas De toute façon, tu ne monteras pas 10 fois dans le train. Ah, ben non, non, tu tu ne monteras vas pas 10 fois dans le Non, mais en fait, moi, j'ai une inquiétude justement à ce Ouais. niveau-là. Oui. Ah, c'est très bien, Daouda. Parce que il y a eu le conseil des Kofi Olomide dernièrement. Je pense que c'est le processus qui a été utilisé. Oui, oui. Sauf que j'ai reçu un ticket Mhm, de 100 000. mhm, La personne m'a signifié il ne faut pas donner à quelqu'un. mhm. Vous voyez un peu? Ne donne pas à quelqu'un. Parce que si tu donnes à quelqu'un, si le badge, il passe, tu ne pourras pas passer. passes pas, ouais. N'essayez pas de montrer ça à quelqu'un. Oui. Je veux dire, est-ce que dans votre système, vous ne pouvez pas mettre en sorte qu'il y a mon nom, ma photo et tout, de sorte que même si quelqu'un voit mon... Parce que je peux avoir mon téléphone ouvert, quelqu'un se transfère ça rapidement, je ne sais pas. Et puis il va l'utiliser. Mais nos tickets, il y a ton nom, Mais attends un il y a peu. ton numéro de téléphone, il y a ton email éventuellement. Sauf que le ticket, moi, je l'ai donné Oui. à quelqu'un, il est passé. Oui, mais si tu l'as passé, l'as il faut être C'est prudent. pas Mais vous ne savez- En fait, je veux dire, Mais même avec ton nom. je veux dire, donner le à ticket que j'ai acheté, supposons que quelqu'un me l'a volé. Il se l'est transféré par À exemple. quel niveau? Non, de mon volé téléphone le par exemple. Il a volé ton Oui, ça téléphone. dépend, non, mais il a volé votre téléphone aussi. Non, mon téléphone n'est pas volé. Mais il voit juste, j'ai mon WhatsApp, puis je reçois Mais par WhatsApp. sur notre site, il y a un numéro qui est lié au WhatsApp. Et vous D'accord. nous contactez pour vous dire, je me suis fait voler, on annule le ticket automatiquement. Ah, ok, ça c'est une solution. Très bien. Voilà. Donc, faites attention à votre téléphone. Ne laissez personne toucher. En tout cas, la raison pour laquelle on vous a sur le plateau, c'est justement d'évoquer cette sécurisation, parce que beaucoup de promoteurs en souffraient. Après, l'avantage, c'est que dès que vous badgez votre ticket, le promoteur donc a l'occasion, et surtout la sécurité après, quand tu sors du lieu du spectacle parce que tu as envie d'aller récupérer quelqu'un, quand tu reviens, comment ça fonctionne? Normalement, généralement, il y a des bracelets. Donc ça s'accompagne de Oui, bracelets. généralement, il y a des bracelets. Ils sont associés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous Et en faites des termes de- données à caractère personnel que vous enregistrez? Non, mais ça, on met ça à disposition du promoteur. Mais est-ce que vous êtes autorisé à le mettre à la disposition du promoteur? C'est normal. Parce que, Alain, pour des permettez, raisons de sécurité, permettez parce que le problème, c'est que les données à caractère personnel sont vraiment régies par la RTCI. Oui. Donc, je veux dire, personnes techniquement, est-ce que vous avez le droit d'utiliser mes données à caractère personnel et les remettre à quelqu'un d'autre, puisque vous venez de le dire? Non, je dis c'est à la disposition, parce que ce n'est pas pour nous. Mais sur le site de vente, il y a un point sur une autorisation. Une coche. Une coche où tu dois Autoriser. valider je sais pas, les conditions de vente. Donc, ça. tu Donc, valides. si je ne valide pas, Tu valides pas, je n'ai pas le ticket aussi. Exactement. Mais oui, C'est ce que ça veut dire? ouais. Je voulais demander rapidement pour les promoteurs. On termine là-dessus? C'est une question de pourcentage. Combien de pourcentage vous prenez pour les promoteurs? Mais ça, c'est en fonction des événements. Voilà. Si on va, comme il a demandé... Sur chaque ticket. Sur chaque ticket, Oui. généralement, ça vacille entre 10 et 15. D'accord. 10 et 15%. Mais c'est surtout quel regard le promoteur a sur vous. Parce que souvent, Le promo- ceux qu'on critiquait, c'était ceux qui confectionnaient les tickets. Ouais. Voilà. Parce que- Non, mais ici, chez nous, par exemple, le promoteur a un compte et a un dashboard, un tableau de bord. Et chaque mouvement sur l'événement, il reçoit une notification. Donc, ça évite la double Ça évite billetterie, la double billetterie. la triche. Voilà. Élise Tanguy, merci d'avoir été sur notre Très plateau. Merci d'être passé nous. En tout cas, ça fait plaisir à de nombreux promoteurs qui se plaignaient de cette situation-là. Vous leur apportez une solution et c'est ça l'objectif de cette émission, c'est de proposer des solutions aux uns et aux autres. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, mais il n'a pas posé de questions. Non, c'est clair, Élysée. Je crois que les questions. Voilà. Il est homonyme, donc il a compris. Pendant que vous partez, Élysée, nous rejoint donc sur le plateau du Grand Talk monsieur Georges Alain Blé, candidat indépendant. On en parlait hier de ce que ces candidats indépendants-là. La discipline du parti. Non, lui, il est Exactement. indépendant. Il est indépendant, il n'est pas dissident. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une nuance. Bonsoir, monsieur Georges Alain Blé. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes candidat indépendant Cocody. Cocody. Très, très bien. Alors, justement, on parlait de ce rôle-là. Vous êtes en face de grosses machines et vous vous lancez quand même dans la bataille. Qu'est-ce qui vous motive? Après, qu'est-ce qu'on appelle grosse machine? C'est tout le problème. Je dis, le maire actuel, il se présentait en 2018 en tant que candidat pour la première fois. Celui qui l'a précédé,
le maire Ngouaka Mathias, s'est présenté pour la première fois. Donc après, la définition de grosse machine reste à la portée de tout le monde. C'est quoi une grosse machine? Est-ce que ce sont des gens qui viennent avec des projets? Parce que Cocody, c'est une commune qui est supposée être une commune où on vient pour débattre, pour mettre un certain nombre d'idées. Est-ce que ce sont des équipes qui viennent avec des projets ou ce sont des équipes qui viennent avec des bannières de partis politiques? Vous venez avec quoi? Moi, je viens avec un projet. C'est quoi ce projet? Bon, on aura l'occasion d'en parler, on n'est pas en campagne. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, c'est le fonctionnement des candidatures indépendantes un peu. C'est ce volet-là qu'on va aborder sur le plateau. Le challenge qu'on a quand on parle de candidature indépendante, pour les élections locales, moi je serais pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse légiférer sur le fait que pour tout ce qui est collectivité territoriale et collectivité locale, qu'on puisse donner la possibilité aux personnes de se présenter sans bannière politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le problème des caisses noires de partis politiques. Lorsqu'on vient pour représenter un parti politique pour une élection locale, on vient avec un projet. On devrait venir avec un projet, pas venir avec la bannière d'un parti politique. Parce que les populations de Cocody attendent quelque chose. C'est la commune la plus emblématique de Côte d'Ivoire. Pardonnez-moi, mais si je viens avec une bannière politique, pourquoi je m'en déférais? Non, je ne le dis pas, vous devez vous en défaire. Le problème, c'est qu'on le prend du mauvais bout, en fait. C'est de dire, pourquoi est-ce qu'il y a des indépendants? Moi, je dis, le fait qu'il y ait des indépendants, ce n'est pas un gros challenge. C'est qu'est-ce que ces personnes-là apportent dans le débat public. Voilà. Qu'est-ce qu'elles apportent en tant qu'indépendants? Est-ce qu'elles viennent parce que c'est fan ou c'est parce que ça fait plaisir? Ou bien parce qu'elles viennent, elles veulent défendre une idée. Donc, ce que moi, je dis pour Cocody, c'est que des 5 chefs d'État que nous avons eus, il y en a 4 qui ont habité Cocody. Le premier, le plus illustre, c'est Félix Houphouët-Boigny, qu'on le veuille ou pas, sans bannière, sans parti politique. Donc une commune comme Cocody, c'est une commune pour laquelle on devrait avoir un projet et non dire je viens en tant que candidat de tel ou tel autre parti. Mais vous ne pouvez pas préjuger de ce que vos adversaires n'ont pas de projet. Parce que la dernière élection municipale à Cocody, on a quand même vu des propositions du maire actuel. C'est le challenge. Maintenant, le choix que vous faites de ne pas être apparenté à un parti politique, c'est là aussi qu'on court à la promotion de la démocratie. Exact. Voilà, il y a les partis politiques et puis il y a des personnes qui préfèrent emprunter un chemin de manière solitaire avec leur groupe et leur programme. Mon propos n'était pas de dire est-ce qu'ils ont des projets ou pas. Il y a un maire actuel qui, au 2 septembre prochain, va remettre son mandat vis-à-vis des électeurs. Donc ce que je dis, c'est quel était son projet lorsqu'il venait en 2018, qu'est-ce qu'il a réalisé en tant que maire, en tant que chef d'un conseil municipal, et les électeurs auront le temps de dire, vous nous avez promis ceci, cela. Bien sûr. Voilà. Donc le challenge des indépendants, il ne devrait plus se poser. En démocratie, pour les élections locales, il ne devrait plus se poser. D'autant plus que vous, c'est la première fois que vous participez à une élection, monsieur? Non, je me suis présenté à des élections législatives. Oui. En tant qu'indépendant. Dans la même circonscription? Non, pas dans la même circonscription. Ce sont 2 choses. Il y a la représentation nationale, j'entends ça souvent. Lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, il y a la représentation nationale. Lorsque vous êtes député, et ça c'est un point qui m'importe, d'une circonscription comme Cocody, vous représentez les populations de Cocody, mais sur le plan national. Mais vous avez pour devoir de partir représenter. Il y a une discussion, il y a un challenge qu'on a aujourd'hui. Il y a 2 députés à Cocody. Je ne sais pas quelle est la fréquence de rencontre entre ces 2 députés. Et la population? Et le maire. Et le maire, oui. Et le maire, il a des challenges au quotidien. Moi, je suis maire de Cocody, j'organise une base semestrielle, une rencontre avec les représentants du peuple de Cocody. Parce que ce sont ceux-là qui vont débattre du budget national, ce sont ceux-là qui vont challenger le gouvernement, ce sont ceux-là qui ont la responsabilité de poser les problèmes. Le maire, il gère la commune, il fait des propositions, il anime la commune. Une commune comme Cocody, elle a le droit d'être animée. Elle n'a pas juste le droit d'être là pour dire « je suis de Cocody ». Voilà, vous voyez, Cocody, c'est important. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent à Cocody, ils ont un certain standing, ils ont un certain niveau de vie. Alors, M. Blé, vous êtes candidat indépendant. Quelle est votre histoire avec Cocody? Pourquoi le choix même de cette commune? Très bonne question. Et ensuite, qu'est-ce qui vous différencie de vos adversaires? Je complète. Et où étiez-vous candidat aux législatives précédemment? D'accord, je réponds à celle-là. Oui. Voilà, représentant une population. Mes parents sont originaires de la commune de Gogué, qui est dans le département de Daloa. Et je me lève, je dis que je veux représenter cette population rurale-là. Donc j'y vais, je me bats avec les partis politiques et tout ce qui va avec. C'est une autre histoire. Comment est-ce que la politique se fait sur le plan rural? C'est une autre histoire. Je suis à Cocody depuis 1982. Mes parents, lorsqu'ils venaient à Cocody en 1982, ils venaient d'Adjamé, ils se sont dit, on vient à Cocody pour offrir une perspective à nos enfants. Parce qu'on se dit, c'est la commune où Houphouët-Boigny vit. Les gens qui vivent là, ils ont une certaine qualité de vie. Il y a des challenges, il y a des difficultés.
Ne vivent pas à Cocody que des gens qui ont de l'argent. Vivent à Cocody des gens qui aspirent à un certain cadre de vie. Ça nous manque maintenant. Hein, de manière considérable, ça nous manque. Donc c'est ça mon histoire avec Cocody. Quand je vois comment est-ce que depuis le premier maire Hucher jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que la commune se dégrade, par faute de propositions, d'animation. Un maire, c'est un animateur. Vous comprenez? Donc ça n'existe pas aujourd'hui. Le maire actuel a un bilan, il sera challengé sur son bilan. Et puis tous ceux qui sont là, qui concourent à représenter des bannières politiques, j'espère qu'ils viendront avec des propositions. C'est pas dû au fait que la commune aussi s'est vraiment étendue depuis de nombreuses années. On parle souvent même de penser peut-être à diviser cette commune en deux. Non, mais c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est 10 communes. Abidjan a une identité. Ce sont 10 communes et ces 10 communes ont une identité. On savait que Djorogobité, toutes ces choses-là, allaient permettre à Cocody de pouvoir s'étendre. Mais lorsque vous avez le Conseil national de l'ordre des architectes qui choisit de mettre ses bureaux, d'avoir son siège à Cocody, en tant que maire, moi, j'ai une rencontre avec ces personnes-là, parce qu'en termes d'urbanisation, elles savent ce dont elles parlent. Vous comprenez? Donc, le challenge de la commune, ce n'est pas juste dire je viens de tel parti ou tel autre parti. C'est qu'est-ce que je veux faire de Cocody. Et moi, je veux faire de belles choses à Cocody. Alors, on va revenir à ce pourquoi vous êtes sur le plateau. On évoque justement les indépendants dans ces élections-là. Je parlais tout à l'heure de grosses machines. Pour dire, Alain le disait la dernière fois, les partis financent les élections. Quand vous êtes indépendant, comment vous arrivez à mobiliser les fonds pour financer les élections quand on sait que ça coûte cher d'aller aux élections? Ça, c'est une bonne question. Vous comprenez le challenge de financer par les partis politiques lorsqu'on finance quelque chose. Il y en a plusieurs parmi vous ici qui sont des entrepreneurs. Lorsque vous financez quelque chose, vous attendez un retour sur investissement. Moi, en l'élection législative, j'ai fait ce qu'on appelle un appel de fonds. J'ai demandé à des personnes comme ça, sur les réseaux sociaux, de me soutenir. Mais c'est vrai aussi, lorsque vous venez en politique, il y a des sacrifices que vous faites. Vous ne pouvez pas venir bras ballants expliquant que non, vous voulez que tout le monde vous apporte de l'argent. Donc oui, je dis, vous avez votre épargne, vous avez des amis, vous avez des personnes qui vous soutiennent et tout. Et donc vous allez dans la bataille lorsque vos idées sont comprises. On a des modèles en politique. Hein. Le modèle occidental, il est là, il vit. Le modèle peut-être oriental, on ne le connaît pas très bien. Mais le modèle occidental, lorsque le président américain Barack Obama a été élu, c'était la fierté de la plupart des Africains. Ce n'est pas l'homme le plus riche des États-Unis. Alors là, de très loin. Il a fait un appel de fonds lorsque le président actuel de la France, Emmanuel Macron, très jeune, est venu au pouvoir. Ce n'était pas l'homme le plus riche de la France. Il a fait un appel de fonds. Cocody, c'est un symbole, c'est une manière de vivre. On ne voudrait pas couper Cocody de la Côte d'Ivoire, mais on veut dire que Cocody a la possibilité de présenter un visage rayonnant de la Côte d'Ivoire. Et combien cette campagne pourrait vous coûter? Est-ce que vous avez évalué? En budget, vous pouvez aller entre 50 et 100 millions. Si vous voulez faire... C'est peu quand même. Peu. 50 millions, c'est peu. Oui, pour faire une campagne. Vos téléspectateurs n'apprécieront pas. Non, parce qu'on sait que généralement, excusez-moi, tout à vous parler des partis de gouvernement, la campagne électorale, c'est généralement l'occasion d'acheter les consciences. Est-ce que vous mais ça ne se fait pas à cela Cocody. Moi, je ne sais pas combien de personnes parmi vous habitent Cocody, mais personne d'entre vous ici n'accepterait qu'on lui remette de l'argent pour voter pour une telle ou telle. Allez-y, demandez cela aux populations qui votent. Non, mais c'est pour ça que moi, je parle au nom de ces populations-là. Si vous dites aux populations de Cocody, celui-là, il est maire parce qu'il a acheté vos... Est-ce qu'il n'y a pas 2 Cocody ou 3 Cocody? Parce qu'on a l'impression qu'on a un Cocody élitiste. C'est surtout que vous, votre combat, et on va le conclure, on va revenir une autre fois pour parler du projet. J'aimerais bien. Mais parce que votre projet, c'est de ne pas parler forcément d'acheter des consciences. Vous, ce n'est pas votre modèle de... Non, mais c'est pas ce qu'on voudrait en démocratie. Très honnêtement, on voudrait que les populations choisissent librement. Mais pourtant, la réalité est autre. Georges Alain Blé, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant. Voilà, indépendant. On en parlait, justement, c'est le rôle des indépendants. Vous avez un tout petit peu montré comment ça pouvait fonctionner. Oui. Le challenge, merci d'avoir été sur notre plateau. Et puis, je pense en temps important, on recevra, il en parlera de programmes de campagne, on parlera d'autres choses, de profession de foi. Merci Alizé, merci Daouda, merci Alain, merci Edith, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Et puis, n'oubliez pas, si vous devez sortir, là, je crois qu'il tombe des cordes, donc faites attention, soyez prudents sur les routes. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vous. Ah oui, merci Alain, vous avez bien fait de nous en parler. Oui, parce que sur le plateau, on a reçu l'information comme ça, on était en train d'échanger et malheureusement, c'est avéré, Tina Turner, la très célèbre, l'icône Tina Turner nous a quittés malheureusement d'Ivoire. Merci. Merci.